ben allons-y. Monsieur Michel Colomb, c'est un grand plaisir, c'est un grand honneur de vous avoir ici avec nous à Algérie Network. Bon, je vous présente très rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous êtes journaliste, reporter, vous êtes un écrivain réputé. Vous avez écrit plusieurs livres, dont les 7 péchés d'Hugo Chavez que justement j'ai sous la main, parmi tant d'autres. Et bon, en fait, justement, vous avez plusieurs reportages et ouvrages à votre actif. Et en fait, le but de cet entretien, de ce court entretien, c'est ça va être spécialement focalisé sur la présentation des médias mensonges, de leurs conséquences. On va évoquer également la déontologie journalistique. Mais pour commencer, pourriez-vous nous faire la description des médias mensonges, de leur histoire, de la propagande et des 5 principes de la propagande de guerre? La description des médias mensonges, là, il nous faudrait 24 heures. Hein. Donc, on va peut-être définir le terme, voir en quoi ça consiste. Je pense que ce terme qui a été inventé il y a une vingtaine d'années, au moment de Timisoara et puis de la première guerre du Golfe contre l'Irak en 90-91, en fait, ça désigne la manipulation de l'opinion publique par un média mensonge, donc par une déformation de la réalité. Ça peut être sous différentes formes. Ça peut être inventer quelque chose qui ne s'est pas passé. Ça peut être exagérer ou gonfler le nombre de victimes, par exemple. Ça peut être attribuer à quelqu'un dirigeant un groupe, un pays, des méfaits, des crimes qui ont été commis par un autre. Ça peut être aussi des médias mensonges par omission, c'est-à-dire parler de certains aspects d'un problème mais pas des autres qui sont plus importants. Et en général, je pense qu'on oublie toujours que la façon peut-être la plus importante de mentir, ce sont certains silences, des censures. Et c'est pour ça que j'ai formulé ce que j'ai appelé les 5 principes de la propagande de guerre, qui ont été tirés de mon expérience d'analyse de la guerre contre l'Irak, contre la Yougoslavie, contre l'Afghanistan, contre la guerre d'Israël, bien sûr. Et de cette expérience, j'ai tiré que c'était vraiment frappant de voir qu'on avait dans chaque guerre, dans chaque grand conflit où les gouvernements des États-Unis d'Europe prennent l'initiative, on avait 5 règles ou 5 principes de la propagande de guerre. À savoir, le premier est fondamental, occulter les intérêts économiques, c'est-à-dire faire croire qu'on mène une guerre pour la démocratie, pour protéger des populations, pour défendre la paix, enfin voilà, petit A, petit B, petit C, et jamais dire qu'en fait ce sont des guerres pour le fric, des guerres pour les intérêts des multinationales. Les guerres pétrolières, ça c'est devenu quand même déjà un petit peu plus clair maintenant, mais il y a d'autres matières premières convoitées. Il y a le fait de contrôler des régions stratégiques pour que les multinationales puissent éliminer des rivaux ou puissent disposer d'accès stratégique aux matières premières. Donc en fait, ce grand principe-là, fondamental, ça consiste à cacher le fait que toute guerre est pour le fric, que toute guerre est pour les profits des multinationales. Le deuxième grand principe consiste à inverser la victime et l'agresseur. On va toujours essayer de faire croire qu'on est la victime, qu'on est l'agressé. Souvenez-vous de Bush le 11 septembre, présentant les États-Unis comme une pauvre victime. Et on va toujours présenter l'autre comme l'agresseur. Ça, c'est fondamental. Regardez Israël, par exemple, il attaque tous ses voisins tous les 2 ans, mais c'est toujours lui la victime, il est toujours en légitime défense. Toujours encerclé par le reste du monde arabe qui va... Voilà. Soi-disant le détruire, le rayer de la carte. Voilà, donc deuxième principe, inverser la victime et l'agresseur. Troisième principe, occulter l'histoire. C'est-à-dire que quand on parle au public européen ou des États-Unis de régions où il y a des conflits, où il y a des problèmes, que ce soit les Balkans, le Moyen-Orient, l'Amérique latine avec Chavez ou Evo Morales, jamais on ne va montrer que ces problèmes s'expliquent largement à cause de ce que les puissances coloniales ont fait. Je veux dire, la pauvreté en Amérique latine, elle ne tombe pas du ciel. Les latinos, ils n'étaient pas destinés par le pouvoir divin à être pauvres pour toujours. Ils sont pauvres
depuis le moment où ils ont été colonisés par l'Espagne, le Portugal, l'Europe et puis asservis par les États-Unis. Et toutes leurs richesses sont parties vers les pays du Nord et eux, on leur a laissé la pauvreté par toute une série de mécanismes. Donc on cache l'histoire, on cache aussi le fait que les puissances colonialistes, et là-dedans les plus fortes c'était les Britanniques, ont toujours fait en sorte de diviser pour régner, c'est-à-dire de créer des situations, des découpages de frontières, des modes de gouvernement s'appuyant sur une ethnie contre une autre, toujours créer des situations qui permettent de jeter de l'huile sur le feu, d'attiser les conflits, de placer des bombes à retardement, et ça, on peut le voir aussi dans tous ces conflits. Troisième principe, donc, occulter l'histoire. Quatrième principe, diaboliser l'adversaire. Il faut absolument, excusez-moi, flanquer la trouille. Il faut absolument qu'on présente celui qu'on attaque. D'abord, on ne dit pas qu'on attaque un peuple, évidemment, on attaque un dirigeant ou un petit groupe, toujours. Ou le chef d'un groupuscule comme Osama. Voilà. Et toujours, on va le présenter comme un fou, un monstre, un être dangereux, ou un dictateur, le tout ensemble, quoi. Flanquer la trouille, c'est quelque chose que Michael Moore avait très bien montré dans son film Bowling for Columbine, où il montrait bien que Bush, pour faire passer le fait qu'il agressait plein de pays, avait fait toute une stratégie pour que les gens aux États-Unis, ils aient tout le temps la trouille, qu'ils s'imaginent avoir un arabe avec une grenade en dessous de leur lit, et que... mais c'est vraiment flanquer la trouille. Ouais, c'est ça, car. Donc, la diabolisation de l'adversaire pour justifier qu'on va l'attaquer au nom de la prévention d'une grande menace. Et le cinquième et dernier grand principe de la propagande de guerre, c'est en fait de monopoliser. C'est-à-dire d'empêcher le public d'avoir accès aux deux versions. Parce que quand vous avez un conflit, vous avez toujours forcément deux parties, deux intérêts en cours. Et donc, une information logique donnerait la parole aux deux camps et donnerait les deux points de vue que le spectateur puisse se faire son avis. Mais là, on est dans la censure du débat, on est dans la monopolisation. Donc, les 5 grands principes que vous allez faire l'expérience, vous verrez, vous allez les retrouver dans tous les grands conflits. C'est 1, occulter les intérêts économiques. 2, inverser la victime et l'agresseur. 3, occulter l'histoire. 4, diaboliser. 5, monopoliser. Ça, vous allez les retrouver chaque fois. Et c'est important de maîtriser ça parce que quand vous recevez une information sur une guerre, un événement dans un pays que vous ne connaissez pas, on ne peut pas exiger que vous, moi et le public, on connaisse la situation dans tous les pays du monde. Ouais. Donc forcément, on ne peut pas aller, on n'a pas le temps non plus d'aller vérifier si ce qu'on nous dit à la télé, ça s'est vraiment bien passé, si ça s'est passé comme ça. Donc je pense que ces 5 principes, c'est un petit peu on va dire un vaccin, un genre de manuel d'autodéfense. Voilà. Quand vous recevez une information, ne la croyez pas sur parole, ne dites pas non plus d'office qu'elle est fausse, mais examinez ces 5 principes, et notamment examinez, est-ce qu'on m'a parlé des intérêts, est-ce qu'on m'a parlé de l'histoire, est-ce qu'on m'a donné la parole à l'autre camp. Si on ne l'a pas fait, alors vous êtes à peu près sûr que vous êtes manipulé. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Hein. Voilà. Mais sinon, qui sont selon vous les principales victimes justement de cette propagande de guerre, des médias mensonges? C'est nous, puisque c'est nous qui recevons l'information, puisque chaque guerre est accompagnée d'une guerre de l'information, ben forcément, les victimes, vous en avez 2. Vous avez les peuples qu'on bombarde, mais vous avez nous aussi. Parce qu'on nous prive en tant que citoyens du droit de savoir ce qui se passe. Ça se trouve sur mon site michelcolomb.info, ça en a pris un peu en exergue une phrase de Jean-Paul Sartre, le célèbre écrivain et philosophe français. En 1973, il avait écrit, je cite de mémoire, on pense souvent que la liberté d'information, c'est une liberté du journaliste. Mais pas du tout. La liberté d'information, c'est une liberté des gens, du travailleur, de la ménagère, du citoyen, de savoir correctement ce qui se passe dans le monde et de pouvoir faire ses choix politiques. Donc, quand je dis les médias mensonges tuent, la désinformation c'est une guerre, ça veut dire qu'il y a des victimes à 2 niveaux. Il y a évidemment, il ne faut pas l'oublier, les populations sur lesquelles on balance des bombes, sur lesquelles on mène des embargos,
qu'on diabolise ou qu'on étrangle par des sanctions. Vous savez, il y a différentes manières de faire la guerre, plus ou moins visibles. Donc, elles sont évidemment les victimes, parce que on ne peut leur faire la guerre à ces peuples qu'à condition que les opinions publiques en Europe, aux États-Unis, soutiennent ou en tout cas ne voient pas clair et laissent faire. Or, les gens ici, c'est pas des monstres. Hein. Si on leur dit avec vos impôts, on va lancer des bombes et ça va tuer des femmes, des vieillards, des enfants et ça va dégrader toute l'économie d'un pays, les gens vont dire non, j'en veux pas. Donc, on les manipule pour qu'ils laissent faire ces choses-là. Donc, en fait, je pense que la désinformation, elle a, comme je le disais, elle a deux cibles, les peuples qu'on veut attaquer, mais aussi ceux dont on veut anesthésier le jugement politique. Mais sinon, on va retourner un peu dans le passé. Selon vous, comment la propagande elle a été utilisée par le passé, notamment en ce qui concerne les guerres mondiales? Je pense les deux. Vous savez, la propagande de guerre ou la désinformation, c'est très vieux. J'ai l'impression que dès la Première Guerre, il y a dû y avoir une guerre de l'information. Moi, à l'école, j'étudiais de la guerre des Gaules de Jules César. C'était un ouvrage très passionnant où Jules César expliquait lui-même les batailles qu'il avait menées et tout ça. Seulement, là, c'était un exemple caricatural. C'était le général de l'armée victorieuse qui racontait ses batailles. Je pense que là, évidemment, c'est un exemple extrême. Et tout ça pour envoyer des rapports à Rome pour montrer comment lui, Jules César, était génial et méritait d'être désigné empereur. Donc là, bon, finalement, c'est pas très différent. Hein. Quand vous avez Lagardère, Sarko maintenant qui vous raconte la guerre, c'est aussi la même chose. C'est Sarko qui raconte la guerre lui-même pour être sacré empereur. Donc finalement, 2000 ans plus tard, on est dans la même chose. Entre-temps, il s'est passé des phénomènes intéressants. Et si vous parlez des deux guerres mondiales, il faut faire une distinction parce qu'évidemment, la Deuxième Guerre mondiale était une guerre antifasciste. Je veux dire, d'un côté, du côté des puissances qui résistaient à Hitler, c'était une guerre juste, une guerre qu'il fallait mener. Mais on sait que Hitler avait organisé une propagande très très impressionnante. D'ailleurs, la propagande moderne a probablement été inventée par son ministre de l'Information Goebbels, avec son célèbre Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Et ça aussi, c'est très moderne. Ça aussi, on le voit maintenant. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que, justement, il appliquait la monopolisation. Le peuple allemand n'avait évidemment pas la version de l'URSS qui se défendait, n'avait évidemment pas la version de la résistance française. Donc, Goebbels monopolisait l'info pour dire... Et ça, c'est intéressant aussi. Hein. Ils appliquaient aussi les principes dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand vous regardez les discours d'Hitler, c'est intéressant, il faut les regarder. Il justifie toutes ces guerres par « Oh, nous, pauvres Allemands, on nous attaque, on nous menace. » Donc, Hitler était aussi dans la légitime défense tout le temps. Ça, il faut le savoir. Donc, ça, c'est pour la guerre 40-45. Évidemment, il y a eu toute une guerre de propagande, plus ou moins justifiée. Là, les deux camps, je ne les place pas sur le même pied. Par contre, dans la guerre 14-18, on a eu effectivement une guerre de propagande vraiment très très grave. Et la guerre de 14-18 était complètement différente. Bien sûr, à l'école, on nous a raconté que c'était une guerre pour... enfin, nous, en Belgique, en France, ce qu'on racontait à mes grands-parents, c'était que c'était une guerre pour se défendre contre le méchant impérialisme allemand qui voulait attenter à la liberté des peuples. Ouais, le problème, c'est que du côté de l'Allemagne, on disait exactement la même chose. Là, c'était la France, l'Angleterre qui étaient menaçantes, et l'Allemagne devait se défendre. Et donc, on avait une propagande des deux côtés. Et Anne Morelli, l'historienne et critique des médias belge, je me souviens qu'elle avait fait des présentations très intéressantes sur la propagande de guerre de 14-18. Et notamment, il faut savoir que pour justifier l'entrée en guerre en 14-18, la Grande-Bretagne avait recours à une propagande. Quand je dis justifier l'entrée en guerre, c'est parce qu'à la différence de 40-45, 14-18 était une guerre injuste et dégueulasse des deux côtés. Je rappelle que 10 millions de morts sont tombés côté français, allemand, anglais, belge. 10 millions de morts à l'époque. Ça veut dire toute une génération décimée. Ça veut dire que dans les années 20, en France, une femme avait beaucoup de mal à trouver un mari parce qu'on en avait massacré énormément.